Passion, authenticité, excellence, transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Connecté Nature, le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde saison de Connecté Nature, en compagnie aujourd'hui de Pierre le cultivateur. C'est sous ce nom qu'il s'est fait connaître. On va parler des arbres fruitiers et plus précisément de sa forêt comestible en Normandie. Bienvenue Pierre et merci d'avoir quitté ton jardin normand pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pierre, tu es potagiste amateur et tu partages avec passion tes conseils et astuces dans des vidéos. Le succès de celle-ci fait de toi un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, j'ai vu ça, et sur ton site internet. Fort de cet engouement, tu viens de publier ton premier livre, Réussir son potager, paru aux éditions Marabout, début mars, et dans lequel tu consacres une partie à notre sujet du jour, les fruits, et les arbres fruitiers notamment, mais pas que. Raconte-moi Pierre, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal ? Moi, je fais partie d'une génération où on a fait germer des pépins, des noyaux dans du coton humide en primaire pour essayer de faire pousser quelque chose et finalement de le montrer à la classe. Bon, malgré l'aspect compétition de voir celui qui allait avoir la plus grosse germe, ça c'est mon premier souvenir en tout cas de tentative de germination qui s'est retrouvé être un échec total puisque j'ai vite remarqué que sous une lampe, la germe allait grandir plus rapidement, sauf que j'ai un peu trop abusé de ma lampe de bureau à l'époque. D'accord. Donc j'avais mis ma petite germe avec mon coton humide et une fois la germe apparue, je l'ai mis tout de suite sous une lampe de bureau, sauf que je l'ai cramé totalement. D'accord. Et donc voilà, mais c'est ma première expérience. Et j'aime bien cette première expérience puisque c'est ce que je refais de temps en temps au travers de mes vidéos. J'essaye de montrer aux gens qu'on peut faire germer un tas de pépins, un tas de noyaux, d'amandes. Et finalement, on réutilise des techniques qu'on a appris à l'école. Et voilà, c'est l'un de mes premiers souvenirs et c'est bien. Alors ça, c'est pour le souvenir, j'allais dire, du jardinier en herbe, Ouais. mais celui de presque l'enfant, de son appréhension de ce monde végétal, de la forêt, du jardin, des fleurs, je ne sais que. Ah, c'est les balades en forêt avec mes parents, je pense, quand j'étais petit. J'ai vécu en ville, dans des petits jardins de ville, donc pas d'arbres fruitiers. Mais par contre, on allait le week-end se balader en forêt. Moi, j'adore l'automne et le printemps, et plus particulièrement même l'automne, où on peut découvrir des paysages avec la chute des feuilles, la perte des feuilles, etc., de toutes ces couleurs. Et de se rendre compte qu'en forêt, il y a une vue qui est complètement différente en fonction des saisons. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, de découvrir cet univers-là et où on peut finalement se laisser découvrir les choses et se laisser s'évader et profiter du moment, de respirer, se détendre. Alors, comme évoqué tout à l'heure, tu as constitué une forêt comestible chez toi en Normandie. Je propose que tu nous dises à présent de quoi il s'agit, comment tout a commencé pour toi, et de quelle façon tu as acquis ce savoir-faire afin de comprendre comment dessiner son verger, quand et comment planter ou encore tailler, sans oublier le rôle des insectes dans la formation des fruits et la cohabitation des fruits et des oiseaux. Avant cela, j'aimerais que tu me racontes tes premiers pas au jardin avant d'être potagiste, suivi par des centaines de milliers de personnes. Tu étais ingénieur en informatique. Bon, il y a une arborescence dans l'informatique, mais on est quand même loin des arbres, non ? On est loin des arbres. Mais c'est un peu ça, c'est que je suis rentré un soir du boulot après une grosse journée de travail et j'ai décidé d'aller courir. Et finalement, ma femme m'a dit « Ouais, il y a un petit problème dans le jardin, il y a eu une tempête de vent. » J'habitais dans le nord de la France, donc il faisait pas beau toujours. Et elle me dit « Est-ce que tu peux aller voir ?» Donc je me suis retrouvé dans le jardin en basket et en tenue de jogging et t-shirt. Et c'est l'une de mes premières relations avec le jardin. C'est il y a un peu plus de 10 ans en fait finalement. Et j'ai pris l'habitude de commencer à tailler les petits arbustes que j'avais autour de mon jardin. Et le week-end qui a suivi cet événement, j'ai réalisé mon premier potager, en fait, un potager en carré d'1,20 m sur 1,20 m. Et j'ai pris cette passion, elle arrivait comme ça, j'y connaissais rien du tout. Alors j'ai fait ce qu'il faut surtout pas faire. J'ai taillé comme ça vite fait, j'ai pas nettoyé mon sécateur, j'ai rien désinfecté, j'ai mis des planches, j'ai retourné la terre, je voyais des vers de terre, je me disais c'est quoi ce truc ? Enfin, je n'y connaissais rien du tout, mais je me sentais bien. Et en fait, oui, je me sentais apaisé et c'est comme ça que la passion elle a débordé. Et aujourd'hui,
Je me retrouve en Normandie, j'ai déménagé pour cette passion. Et donc, je me suis excentré, je me suis retrouvé en Normandie avec une ancienne ferme et un jardin beaucoup plus grand, où j'y habite depuis 4 ans. Et c'est comme ça que ça arrivé, cette passion. Et bien entendu, après, des formations, de la lecture, en étant autodidacte, et puis mettre les mains dans la terre, Oui, c'est plutôt ça. que les mains à la pâte, Oui. finalement, pour apprendre des choses. Et moi, j'aime bien ce côté où je suis un amateur, j'apprends tous les jours, mais j'adore apprendre tous les jours au final. Mhm. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet univers, le pur hasard. Donc, tu as mis tes 4 petites planches, tu t'es fait un petit carré de potager, C'est ça, T'as d'1,20 dû, m par 1,20 m, j'ai semé mes premiers radis, mes premières laitues, mais sans vraiment savoir, sans savoir ce que si je c'était faisais. la bonne saison, si Pas c'était du le bon tout. moment. Ah, pas du Voilà. tout, j'y suis allé comme ça. Ouais, au feeling. Mais ça m'a donné envie d'acheter des livres. Donc Mhm. j'ai acheté des livres pour faire du potager en ville, en fait, finalement, dans des petits espaces, donc avec des carrés potagers d'1,20 m. Et ça s'est accéléré et ça a créé ce déménagement et cette ampleur aujourd'hui. Et après, les réseaux sociaux pour imaginer tout ça et pour partager mon retour d'expérience, c'est ce que je fais. Bien Je sûr. partage mon retour d'expérience. Je suis loin d'être un professionnel. Je suis un amateur, mais j'ai 10 ans d'expérience qui me permettent, un peu plus de 10 ans, de donner quelques conseils pour aiguiller les gens un petit peu et surtout de ne pas baisser les bras. Alors, tu m'expliquais que tu avais beaucoup lu et aujourd'hui, tu inspires des gens ou tu conseilles des gens Ouais. à travers tes vidéos. Il y a, j'imagine, à l'époque où tu as commencé, aussi des gens qui t'ont peut-être inspiré. Ah bah totalement. Bah moi je regardais les vidéos de Olivier, le potager d'Olivier déjà il y a 5 ans Olivier peut-être. Puech, Voilà, tout oui, à fait. on a reçu ici l'an passé. Donc il m'a inspiré. Je suis même allé le voir sur un salon sur Paris il y a quelques années. Il y a Damien Decazes sur la permaculture aussi. Mmh. Est-ce que dans ta démarche initiale de vouloir partager ces conseils-là, il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'encourager les gens, démocratiser un petit peu ça auprès des personnes qui, comme moi, ne sont pas forcément des grands jardiniers? C'est pour ça que je me suis lancé sur TikTok, c'est ma plateforme de prédilection. Après, je me suis porté sur Instagram. Mais je me suis dit, sur TikTok, il y a beaucoup de fun. On danse, on écoute de la musique, on fait de l'humour, des conneries. Et je me suis dit, ça serait bien, au travers de tout ça, de réussir à passer un message pédagogique. Des fois, on utilise du vocabulaire, des mots, mais on les explique pas. Bien sûr. Et quand je réalise une vidéo TikTok, je la montre à mon fils de 8 ans et je me dis, si lui la comprend, je peux la publier sur la plateforme. S'il la comprend pas, je la retravaille. Pourquoi ? Parce que oui, je pars du principe qu'il faut commencer petit, avec des légumes faciles, avec des fruitiers faciles, pour avoir des récoltes. Et en fait, quand on va goûter ces premières récoltes, on va avoir envie de continuer. Et après, on s'emballe et ça devient un jardin de plus de 3000 m² et c'est n'importe quoi. Mais voilà. Bah, c'est pas n'importe quoi, puisque tu as l'air de très bien t'en sortir avec tout ça. Alors moi, j'ai envie que tu me décrives déjà cette expression forêt comestible que je trouve très jolie. Elle vient de qui ? C'est de toi ? Non, pas du tout. Non, forêt comestible, alors ça a plusieurs appellations, jardin nourricier, jardin forêt, il y a plusieurs termes qui existent. Le principe de la forêt comestible, c'est reprendre les principes d'une forêt, par contre y intégrer des espèces comestibles qui vont produire des fruits ou du feuillage comestible ou j'en passe. Et après, il y a le principe de résilience, comme dans une forêt, c'est qu'une forêt, elle vit toute seule, personne ne l'entretient. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que nous, on a un esprit quand même, il faut que le jardin, à la française, le jardin soit droit, bien taillé, rien ne dépasse. Et en fait, il faut réussir à s'affranchir de tout ça pour réussir à faire une forêt, finalement, comestible. Mais c'est l'un des travaux les plus compliqués, je pense. Et alors, au départ, ton objectif, puisque tu avais déjà accompli un petit potager lorsque tu étais à Lille, là, c'était vraiment de donner vie à cette forêt comestible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce cheminement quand tu es arrivé dans cette ferme, qu'est-ce qu'il y avait et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc, quand je suis arrivé dans ma ferme, donc elle est découpée en 3 jardins, j'ai une cour avec mes différents bâtiments. Donc là, il n'y a rien pour l'instant. Je vais faire un jardin médicinal, mais pour l'instant, il n'y a rien. Un deuxième jardin qui était en herbe totale. Donc c'était un terrain de foot, concrètement, avec quelques arbres quand même. Il y avait un noyer, un mirabellier et 4 sapins. Et une dernière strate qui était le verger, qui fait 3000 m², où dedans, je suis en Normandie, donc beaucoup de pommiers, beaucoup de poiriers, un mirabellier et un prunier. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Et moi, quand je suis arrivé il y a 4 ans, j'ai tout de suite réalisé mon potager. Ça, c'est la première étape, en fait, finalement, de la forêt comestible, c'est réaliser son potager. Et comme je sais qu'un arbre, ça prend du temps à pousser, je me suis dit, il faut rapidement que je plante des arbres différents. Donc la différence entre un verger et finalement la première étape d'une forêt comestible, c'est la multiplication des espèces. Et la première étape, c'est de dessiner son terrain. Regardez la course du soleil, puisqu'il y a des arbres fruitiers qui ont besoin de plus de soleil que d'autres. Il y a des arbres qui prennent plus de place. On prend un marronnier,
Si je le place au milieu de mon jardin, à Tu vas l'arrière, avoir de l'ombre je vais partout, avoir de l'ombre ouais. totalement. Donc il faut Ouais. le placer à des endroits stratégiques. Ça, c'est vraiment la première opération à faire, c'est planter les arbres. Donc j'en ai planté à peu près 80. C'est multiplier un peu les variétés et en prenant en considération son terroir. Bien entendu, il y a des arbres fruitiers qui me donnent moins de fruits ou que je ne peux pas mettre. Je ne peux pas mettre un bananier dans mon jardin. Je suis en Normandie. Oui. Il ne va pas me donner. Je peux mettre un bananier, Oui. mais il ne me donnera pas de banane. Il sera décoratif. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Regardez les vents. On regarde le soleil. On regarde le vent du nord. C'est le pire, puisque les arbres c'est ce qui se passe un petit peu chaque année quand on a des problèmes au niveau des fruitiers. C'est que les arbres vont monter en fleurs parce qu'il fait beau, il fait chaud, et tout d'un coup il fait froid, et les fleurs vont tomber. Pas de fleurs, pas de fruits. Donc en gros, c'est regarder ça aussi, parce qu'un arbre qui est protégé du vent peut finalement garder ses fleurs même s'il y a une vague de froid. Donc c'est regarder vraiment tout ça, et après ramener de la vie, de la biodiversité au maximum, travailler rarement la terre. C'est un peu ce que j'essaye de construire. Donc ça, c'est les premières strates, le potager, les arbres fruitiers. Ensuite, on a tout ce qui est couvre-sol, donc les fraisiers, la sarriette, etc. On a les lianes fruitières. Donc les plus connus, ça va être mûrier, ça va être la vigne. Donc on peut faire grimper ces lianes fruitières autour des arbres, sur des murs, sur du grillage, sur ce qu'on veut. Et après, c'est essayer de combiner tout ça avec des arbustes aussi rajoutés, donc tout ce qui est framboisier, voilà, des petits arbres, des grands arbres. C'est cohabiter tout ça, refaire une forêt et laisser aussi la nature s'installer. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui souhaiteraient aussi faire comme toi, c'est-à-dire à quel emplacement on peut mettre par exemple des framboisiers, des mûriers, à quel endroit on va pouvoir mettre des rampants et autres? Alors moi j'ai dessiné mon jardin sur une feuille 1 à 2, donc une grande feuille en gros, j'ai dessiné mon jardin, j'ai placé le sud, j'ai placé le nord, l'est et l'ouest, j'ai placé les fruitiers que j'avais déjà présents en faisant des ronds. Donc les ronds, en faisant des ronds au compas sur ces places-là, en me disant cet arbre à taille adulte, il va faire par exemple 10 mètres d'envergure, donc je vais le dessiner avec une échelle par rapport Bien à ma sûr. feuille, je place tout ce que j'ai. Et là je me dis, tiens, j'aime bien manger des cerises. J'ai pas de cerisier, mais j'adore les cerises. Je vais regarder les variétés qui existent. Et en fonction de mon terroir, par exemple en Normandie, alors les cerises, c'est peut-être pas le bon exemple pour la Normandie, mais un abricotier, je vais essayer de prendre un abricotier avec une floraison tardive. Donc un abricotier avec une floraison tardive, ça veut dire qu'il va pas fleurir au mois de fin mars, début avril. Il va fleurir plutôt fin avril. Mais tant mieux, puisqu'on peut avoir des gelées jusque fin avril, même encore plus après en Normandie. Je vais trouver les bonnes variétés, les variétés les plus résistantes. Et une fois que j'ai trouvé cet arbre fruitier, je vais quand même vérifier, pourquoi pas, si je peux, comment se porte cet arbre, si je peux le voir en vrai à âge mature, d'une dizaine d'années, et surtout goûter le fruit. Parce que si le fruit ne me plaît pas, des fois d'une cerise à l'autre, on se retrouve, j'aime plus cette variété que celle-là. Et je vais le placer. Donc je vais étudier l'arbre, je vais déjà essayer de le trouver pour l'acheter. Ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et une fois qu'on sait plus ou moins où je peux me le procurer, c'est regarder sa résistance au froid, sa taille à l'âge adulte et son ensoleillement, son besoin en ensoleillement. Et en fonction de ça, je vais prendre un abricotier. Et je vais me dire, ok, je dois le mettre en plein soleil, protéger quand même du vent, parce que oui, il fait une floraison tardive, mais je peux quand même avoir des gelées début mai. Donc je vais, par exemple, le protéger avec des frênes ou d'autres arbres, ou un marronnier qu'il y a derrière, ou un noyer. Je vais le placer au soleil, et puis c'est comme ça. En fait, on place avec des arcs de cercle. Et regardez chez les voisins. Oui, ce que j'allais dire. Là, tu peux trouver les variétés qui marchent et qui poussent. Mais c'est ça. Si votre voisin, il a une dizaine d'abricotiers, mais il faut aller lui parler. C'est quelle variété? Il faut bouturer finalement ces arbres et les remettre dans son terrain. On ne va pas réinventer des choses. Et si autour de chez vous, à 50 km à la ronde, personne n'a d'abricotier, c'est à un moment donné, il faut se poser une question. Enfin, c'est que c'est peut-être pas possible non plus. On ne peut pas tout faire. Donc c'est vraiment ça, placer tous ces arbres et penser aux espaces quand même. Il ne faut pas trop coller les arbres, il faut aussi se laisser de la place pour marcher, pour en profiter, penser à la récolte future. On a des différents types d'arbres, des arbres qui poussent plus en hauteur, des arbres qui restent à 4 mètres de hauteur, il y a des arbres plus petits, des bastiges, demi-tiges, etc. Donc c'est vraiment ça, on les place, et on les place par famille. Il ne faut pas oublier qu'après un arbre fruitier, certains arbres fruitiers sont auto-fertiles, donc on n'a besoin que d'un seul arbre. On va prendre le néflier du Japon. On en met un seul dans son jardin, il va fructifier. Il n'y a pas besoin d'un deuxième arbre. Alors qu'à contrario, on prend un pistachier, il faut un pistachier mâle et un pistachier femelle.
Et donc là, faut pas. C'est un peu comme le kiwi. Si on met que le mal, on n'aura jamais de fruits. Donc il faut réfléchir à ça. C'est aussi ça. Alors moi, je regarde vraiment résistance, ensoleillement, taille à l'âge adulte, et est-ce qu'il est auto-fertile ou non, et comment fonctionne la pollinisation. D'accord. Alors on parlera tout à l'heure de pollinisation d'ailleurs. Quels sont les bons moments pour planter et tailler un arbre en fait? Parce que ça c'est la question. Hein. Ça, c'est la question, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Alors il y a beaucoup. Alors là-dessus c'est pareil, il y a de tout. Moi, en tout cas moi, mon retour d'expérience, c'est que j'aime bien planter les arbres en automne. Les arbres fruitiers. Alors pas tous. Tout ce qui est arbres méditerranéens, oliviers, palmiers, bananiers, je les plante en été. Tout ce qui est agrumes, c'est pareil, je les plante en été ou en fin de printemps. Par contre, tous les autres arbres fruitiers, j'aime bien les planter en automne, parce que j'ai une terre qui est assez légère, pour éviter de les arroser en cas de canicule, parce qu'on a des canicules aussi en Normandie. Et finalement, c'est ce qui peut faire le plus de mal à un arbre, c'est ce manque d'eau et ce manque de drainage. Alors le drainage, c'est quand on arrose et que l'eau stagne. Donc c'est bien travaillé. Et ensuite il y a la taille aussi. Il y a la taille. Alors- Alors les premières années, on ne taille pas un arbre. Moi, je pars du principe qu'un arbre qu'on plante, il ne faut pas le tailler. Il faut le laisser pousser au moins 2 ans sans le tailler. 2-3 ans. Alors, sauf s'il a une branche cassée dans le transport, sauf s'il a une plaie, il faut l'aider. Ou une branche qui nous gêne. Mais sinon, on ne le taille pas. Et après, par contre, moi, les arbres à pépins, je les taille au printemps. Et les arbres à noyaux, je les taille en automne. C'est à peu près comme ça que je fonctionne. Alors maintenant, on a envie de se dire, évidemment, ces arbres, on les plante, hein, la nature faisant, et bien évidemment, certains peuvent avoir quelques maladies, quelques souffrances. Comment on peut éviter déjà certaines maladies et comment surtout, quels sont les remèdes éventuellement pour certaines qu'on peut retrouver fréquemment? Alors, la première chose, c'est bien planter son arbre. Ça, c'est vraiment quelque chose. Bien planter son arbre, c'est on achète des arbres en motte ou dans des pots. Bon, alors il y a bien choisir l'arbre. Ça, c'est la première chose. Des fois, quand on soulève une motte d'un pot, on voit un chignon, par exemple, dans les pots. Le chignon des racines. Oui, d'accord. Ça forme un chignon. Okay. Souvent, c'est des arbres qui sont restés trop longtemps dans les pots. Donc, c'est compliqué de les faire reprendre en terre. Mais ça peut se faire. Il faut gratter un peu le terreau, libérer les racines, etc. Réaliser un trou 2 fois plus large, 2 fois plus profond que la taille de la motte, la taille de votre pot. D'accord. Pour avoir une terre, pour que les racines puissent se développer facilement, puisqu'on va on va mettre les racines. Il faut que si la terre est trop compacte, trop caillouteuse, les racines vont avoir du mal à se développer. Donc une terre bien drainante, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour éviter que l'eau stagne aussi, puisque sinon les racines vont pourrir. Et moi, ce que je fais quand je réalise mon trou, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, alors il vaut mieux faire ça quand il pleut. La terre, elle est un peu plus meuble. Alors planter un arbre quand il pleut, on n'aime pas trop, mais bon, c'est quand même plus pratique. Ou le lendemain, il ne faut pas faire ça en plein été quand la terre est bien sèche. Moi, j'aime bien, c'est baigner la motte de mon arbre dans de l'eau. Et je le mets en terre. Ça, c'est la première chose. Sur les arbres, il y a les collets. Il y a un collet de l'arbre. Alors le collet de l'arbre, c'est ce qui sépare les racines du tronc. C'est une petite boursouflure, on appelle ça aussi un point de grève de temps en temps sur les arbres. C'est une petite boursouflure. Certaines personnes, quand ils plantent un arbre, ils enfoncent le collet sous terre. Et en fait, le problème de faire ça, c'est que le collet va prendre l'humidité et l'arbre va pourrir et il va mourir. Souvent, il y a des arbres qui meurent les premières années. Donc déjà, c'est laisser ce collet de l'arbre en dehors du sol. Souvent, on remet au même niveau. C'est-à-dire qu'on achète un pot, on remet le niveau de 0, l'affleurement, on le remet au même niveau que son sol. On évite de l'enfoncer de trop. Ça, c'est la première chose. Ne pas le tailler et protéger l'arbre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Ne pas hésiter à mettre du bois autour du tronc, à mettre de la paille. Alors moi, je mets les deux. Je mets de la paille et du bois pour éviter de passer la tronçonneuse, la tondeuse ou la débroussailleuse à côté. Parce que finalement, on va créer des lésions sur l'arbre, on va créer des petites fissures et ça peut aussi créer des maladies qui vont se développer dans l'arbre. Donc déjà, c'est le protéger. Donc on peut disposer aussi, donc tu le disais, au sol pour éviter aussi les dommages collatéraux de la tonte notamment. Tout à fait. Donc des petits copeaux par terre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre au sol éventuellement pour On peut mettre des cendres de cheminée, c'est ça aussi. Alors avec parcimonie, il faut en mettre un petit peu. Sur des jeunes arbres de 2-3 ans, souvent c'est ce qu'on achète en jardinerie, c'est un verre à moutarde de cendre qu'on dépose au pied de l'arbre. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Bien. Alors, après ces conseils, on imagine que l'arbre, lui, a pu grandir sans maladie. Et vient le temps de cette récolte tant attendue et qui est à la fois qui demande beaucoup de travail et de temps. Est-ce que tu peux me rappeler juste ton premier souvenir de ta première cueillette de ces premiers arbres-là
et les sensations que ça a. Ah bah moi c'était énorme parce que j'ai rempli des brouettes en fait. Donc des brouettes de pommes, de poires dans tous les sens. Ça c'est l'un de mes premiers souvenirs, mais c'est génial. En fait, ce que j'aime bien moi quand je me balade dans ma forêt comestible, c'est de pouvoir prendre un fruit. Je récolte ce que je mange. Le matin, je prends mon petit déjeuner, je vais dans mon jardin, je récolte, je le mange tout de suite, c'est super frais. Je fais pas une récolte pour la semaine, sauf si vraiment j'ai beaucoup de pommes, je vais les stocker en cagette. Mais c'est ça, c'est le goût. C'est pas des fruits congelés, c'est des fruits, c'est incomparable. C'est clair. C'est incomparable. Donc, je voulais que tu m'expliques aussi comment on arrivait à la fois à être protecteur de ces insectes qui sont quelquefois parasites, et pourtant certains insectes, les abeilles notamment, voilà, sont au contraire des alliés. Quelles sont à la fois les deux façons pour protéger et éviter les uns et les autres? Il faut surveiller. Alors, il faut installer, il faut pas hésiter à laisser des bouts de bois à terre. Enfin, franchement, quand on taille, on se balade en forêt, on voit des tas de bois à terre au final, pour attirer les hérissons, pour faire des petits hôtels à insectes naturels. Finalement, une forêt, c'est à terre des hôtels à insectes, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, se forcer à installer un hôtel à insectes dans une forêt comestible en devenir, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que finalement, si on taille un arbre, on laisse les feuilles mortes à terre, on laisse un peu de bois, on laisse un peu de tout. Finalement, l'hôtel à insectes, il se construit lui-même. Donc, les pollinisateurs vont venir naturellement. On peut installer des ruches, si on veut forcer un peu la chose. Et après, il faut être veillant à ce qui peut se passer. On a aussi les frelons asiatiques qui sont présents. Alors moi, j'ai eu 2 nids de frelons asiatiques il y a 2 ans et il y a 3 ans. Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe quand même. Il faut être vigilant. Et pareil, quand on récolte les fruits, bien regarder s'il n'y a pas d'abeilles dessus au moment où on va croquer dedans. Mais oui, ça se fait naturellement en fait. Au plus il y a de fleurs, au plus il y a d'espèces, au plus vous allez avoir de pollinisateurs finalement dans le jardin. Il faut détourner aussi quelquefois leur attention quand même. Je parle aussi des oiseaux quand je dis ça. Alors les oiseaux, moi j'installe des nichoirs. Alors beaucoup de personnes pensent que les oiseaux c'est un nuisible dans les forêts comestibles puisque ça va venir manger les fruits. Oui. Ça adore manger les cerises, c'est pas que les cerises. Non, pas que mais les cerises. Il faut savoir que les oiseaux, j'ai lu ça dans plusieurs livres, ils viennent manger les fruits parce qu'ils recherchent des points d'eau. Ils ont soif, en fait. C'est pour ça qu'ils mangent les fruits. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à mettre des points d'eau. Moi, je mets des nichoirs, je mets des graines de tournesol directement que j'ai cultivées l'année d'avant. Il faut les attirer. Enfin, c'est ça. Et puis, le chant des oiseaux, c'est juste magnifique. Donc, moi, il faut installer des nichoirs. D'accord. Des nichoirs et des points d'eau. Et des points d'eau. Des points d'eau, vous pouvez prendre un seau, vous le remplissez de cailloux, vous mettez de l'eau dedans, ils vont venir boire. Il ne faut pas hésiter à changer l'eau aussi, parce que l'eau croupie, c'est moins bon pour les oiseaux. Mais voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir les accueillir en quelque sorte. Il faut savoir les accueillir. Alors, je sais qu'il y a une des raisons aussi pour laquelle tu t'es beaucoup investi dans cette forêt comestible, c'est ton fils et maintenant tes enfants. Je crois que tu as une petite fille maintenant depuis. Pour quelle raison ? En fait, je voulais que mes enfants puissent goûter des fruits comme moi quand j'étais petit. Je partais en vacances, on s'arrêtait près d'un arbre, on croquait dans une pêche en Ardèche. Et en fait, c'est juste génial. Et j'ai voulu recréer ça un peu chez moi pour que mes enfants puissent déjà prendre conscience d'une graine. On peut donner un arbre et finalement, on peut donner des fruits derrière et des récoltes. Avoir le goût de quelque chose sans pour autant gaspiller ou acheter en gros et que ça sorte du frigo, on croque dedans. Et vivre avec les saisons. Mais je trouve que... Et puis, c'est l'école de la patience, le jardin. Alors moi, je suis d'un univers, l'informatique, la patience, pas vraiment. On développe un truc et tout de suite, le lendemain, c'est fonctionnel. Alors la patience n'existe pas. Mais l'école de la patience, c'est juste génial de se dire, voilà, il faut laisser le temps pour que ça se développe, pour pouvoir récolter ces choses-là. Et après, moi, je suis très content de voir mes enfants qui commencent à reconnaître les arbres, finalement, directement quand on se balade, la cueillette sauvage, reconnaître telle ou telle plante. Donc, c'est super. Ben, c'est une belle raison. Et puis, c'est aussi leur permettre de peut-être prendre la suite de cette passion. Peut-être. Souvent, ça se transmet. Oui, ou après, il y a plein de métiers, finalement, qui sont aussi liés. Mais un bon cuisinier, finalement, il faut qu'il ait les bons produits. C'est pas faux. C'est pas faux. Pierre, rien n'a l'air de t'arrêter en tout cas, et j'imagine que tu dois avoir d'autres projets en cours ou dans les tiroirs de ton abri de jardin. Oui. Ah oui, beaucoup. Quels sont-ils, dis-moi ? Il y a 3 projets. La serre pour réussir à ramener des fruitiers un peu atypiques que je ne peux pas laisser finalement dehors. Donc on parlait des agrumes et bananiers. La mare pour ramener de la biodiversité, pourquoi pas des canards, des coureurs indiens, etc. Donc d'autres animaux, puisqu'aujourd'hui j'ai des poules et des chiens.
Et installer des ruches. Donc oui, alors par contre, pour installer des ruches, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut faire des formations quand même. Ça se fait pas comme ça. On ne devient pas apiculteur finalement du jour au lendemain. Et ça prend du temps. C'est des formations, je crois que c'est une vingtaine de formations sur un an, un peu plus de 20 même. Donc il faut prendre le temps. C'est en cours. Oui, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de formations d'ailleurs Oui. pour un autodidacte. J'ai fait. Tu as appris sur le tas différentes techniques à C'est travers ça. des formations. C'est ça, Et donc tu beaucoup t'es de pas vidéos. contenté seulement des livres. Voilà. Hein. Vidéos, livres et formations aussi pour apprendre des gens et beaucoup de visites. Quand je pars en vacances, je visite les forêts comestibles, les jardins, les potagers ouverts. D'accord. Donc encore plein de projets. Et je sais que tu y travailles beaucoup, ton jardin. Je ne sais pas combien d'heures par semaine tu plus passes. de 35 heures par semaine. D'accord. Dedans. Bon, très bien. Plus les vidéos pour les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Et plus de mon boulot. travail à côté. Parce que tu as gardé ton activité. J'ai toujours mon activité à côté, tout à fait. Non, c'est beaucoup de travail. Mais bon, c'est une passion, donc le travail, Ouais. c'est pas vraiment un travail. Bon, c'est joliment dit. Alors avant de se quitter, j'ai 2 petites questions à te poser. Je voulais savoir si tu étais un arbre fruitier ou si tu étais un fruit, lequel serais-tu ? Ah, la pomme. Ça, c'est le normand d'adoption qui parle Mais ou... le fruit que je préfère, c'est la prune. Mais si je devais être un fruit, oui, la pomme. Pourquoi ? Déjà, oui, c'est le normand qui parle. Mais parce que ça se conserve bien. Et j'espère qu'au fil des années, je vais réussir à me conserver autant qu'une pomme peut se conserver, finalement, pour réussir à continuer ma passion. Parce que le pire, quand on est passionné de jardin, c'est les maux de dos, c'est la fatigue, c'est la météo. Donc la pomme, oui, c'est... La pomme. Bah, oui. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de pépins. À l'avenir pour ta santé, j'entends. Et si tu devais être un outil de jardin, lequel serait-il ? Ah, le sécateur. Ouais, le Ah ouais ? sécateur. Oui, parce que c'est un outil qui est pas trop compliqué à utiliser, que tout le monde a. Et c'est le meilleur ami quand même du jardinier finalement. Ouais. Donc moi j'ai toujours dans ma poche le sécateur. Et vas-y, montre. Là il est pas là. Mais dans ma poche dans le jardin, même si je fais autre chose, totalement autre chose, j'ai toujours un sécateur avec moi. Parce que ce que j'aime bien, c'est me dire que, et c'est ce que j'essaye de faire aussi au travers de mes vidéos ou même au travers de mon livre, c'est que je suis présent à côté des gens. J'essaye de les aider au maximum et je trouve que le sécateur, il est là, il est présent à côté des gens. Et si on m'affûte de trop, je deviens tranchant. Ah oui, je vois ça, oui. Bon, on va être obligé de couper, du coup, notre conversation, puisqu'on arrive au terme de celle-ci. Pierre, un grand merci pour tes nombreuses astuces et tuyaux, qui ne font pas qu'arroser. On a pu le constater. J'invite ceux qui nous écoutent à te suivre en regardant tes vidéos pratiques, ludiques et drôles, quelquefois, sur TikTok, Instagram ou ton site internet. Et aussi à te lire dans Réussir son potager, paru chez Marabout. Et j'apprécie que tu aies laissé tes pommiers et pruniers pour venir jusqu'à nous raconter ton expérience et nous faire partager ta passion pour les arbres fruitiers notamment. Eh ben merci. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode de Connecter Nature et à très bientôt avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.